Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être présents à cette rencontre en ligne avec l'agence du court-métrage, donc une rencontre réservée aux salles de cinéma, au cours de laquelle on va vous présenter l'actualité du catalogue. Et ce mois-ci, on a la chance d'avoir parmi nous Louis Séguin, le réalisateur de Marina Leda. Donc on va commencer par discuter un petit peu avec lui à l'occasion de la sortie du programme. Donc Marina Leda associé à un autre film en salle le 5 juillet. Donc, on a aussi Hippocampe Productions qui est là. C'est donc André qui nous parlera des détails de cette sortie, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Et puis voilà, ensuite, dialogue avec Louis et Clément Bigot de l'agence du court-métrage, Louis Séguin et Clément Bigot. N'hésitez pas à nous interrompre, on n'est pas nombreux pour poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas, même des questions très concrètes, pratiques. C'est le moment, donc voilà, n'hésitez pas. Je laisse donc la parole à Clément, non pardon, à André pour nous dire deux mots de la sortie en salle de Marina Leda le 5 juillet. Ça marche, merci. Bonjour à tous. Je suis l'assistant de Jordan Houdin, donc chez Hippocampe Productions, et on prépare la sortie de Marina Leda, donc le film de lui, qui a eu sa première au Festival de Rotterdam et qui fait une très belle carrière en festival, avec 3 prix au Festival de Brive, à Caligari en Espagne, et maintenant ça vient de 2 prix au Festival Côté Court. Donc c'est un film de 58 minutes qu'on propose de sortir avec 100 ans giratoire. Donc c'est un court-métrage de Quentin Papapietro qui a eu aussi sa première au cinéma du Réel. Et Serra Villas de Condé, il a eu un prix au Festival Coupe et Court à Bordeaux. Donc, on a eu l'idée de faire cette programmation avec les 2 courts-métrages, un peu les 2 derniers films aussi d'Hippocampe. Donc, les 2 films ensemble, ça ferait à peu près 1h05 de séance. Et après, on est ouvert à proposer aussi, on aimerait bien inviter les réalisateurs, les comédiens, les techniciens pour avoir une discussion avec le public. Donc, pour l'instant, on a 2 cinémas parisiens qui sortent le film, L'Archipel et le Réflexe 6. Donc, la sortie officielle, c'est le 5 juillet. On a eu déjà une séance presse début juin et l'autre séance presse, elle a lieu demain au Reflet Médicis. Et du coup, on prépare cette sortie pour le 5 juillet pendant 2 semaines dans 2 cinémas. Et pour l'instant, donc à peu près avec une trentaine de séances, 15-15, donc chaque cinéma. Et pour l'instant, donc Juliana aussi, qui est notre stagiaire, on a réussi à contacter beaucoup de salles en région parisienne et en France et qu'on essaye de relancer, qu'on essaye aussi de trouver des nouvelles séances pour proposer cette programmation. Pour l'instant, on a quelques salles en France, par exemple le Concorde à La Roche-sur-Yon, qui est déjà prêt pour faire cette programmation lors de la rentrée, parce qu'en fait, on est aussi ouvert pour la faire d'ici la fin 2023. Donc, même s'il y a des programmations qui sont déjà bouclées d'ici la rentrée, on est aussi ouvert à organiser ça pour la fin de l'année. Ensuite, il y a la coursive aussi à La Rochelle. Et voilà, d'autres cinémas qu'on est en discussion permanente pour essayer de proposer cette programmation. Donc, je laisse la parole à Louis aussi pour qu'il puisse parler un peu du film. Oui, alors je ne sais pas si peut-être Clément, tu voulais faire ça sous forme de questions. Oui, peut-être un petit peu pour. Donc, moi, je suis Clément Bigot, je suis chargé du catalogue et de son éditorialisation à l'agence du court-métrage. Et un peu pour compléter ce que tu disais, de pourquoi l'agence du court-métrage est vraiment partenaire et accompagne cette sortie en salle. C'est aussi que nous, on a un dispositif qui s'appelle le label Jeune Création, dans lequel on met en avant, comme vous le savez peut-être si vous avez participé aux précédentes rencontres ou si vous suivez l'agence du court-métrage, on met en avant chaque mois des films récents qui sont primés en festival, qui font l'actualité du court-métrage. Et il s'avère donc que Marina Leda a remporté le prix Label Jeune Création au Festival de Brive, le festival dont on est partenaire. Donc ça faisait sens à ce titre-là. Et on est aussi partenaire du festival Côté Court, où comme tu le disais, le film a remporté 2 prix ce week-end, dont le prix du public. Donc, c'est aussi voilà, une manière de vous expliquer pourquoi on sort ce programme en salle. On en avait discuté un petit peu avant. Peut-être que pour parler de ce programme-ci, on peut commencer par parler de Saint-Onge giratoire, donc le court-métrage de Quentin Papapietro, qui est pensé comme une avant-séance, on va dire, de ton film et du moyen-métrage, et avec la cohérence de la programmation des 2 films, dans la mesure où tu es monteur de celui-ci. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce film-ci et de ton travail de monteur avec Quentin Papapietro sur ce documentaire? Euh, et ben,
Alors, Quentin Papapietro, donc c'est un cinéaste avec qui j'ai beaucoup travaillé sur pas mal de ses films. J'en ai monté 3 et j'ai joué dans certains. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très proche et en fait on fabrique un peu des films ensemble. Et d'ailleurs, il apparaît, il a joué aussi dans certains de mes films, mais là il apparaît dans Marina Leda. Euh, la cohérence, avant peut-être de parler concrètement de ce que c'est que ce film, Saint-Onge giratoire, la cohérence du programme, bah, au-delà du fait que c'est les 2 derniers films du catalogue d'Hippocampe, c'est aussi un programme estival, quoi. C'est ça, c'est pour ça que depuis le départ, on envisageait cette sortie en juillet. Il se trouve que les 2 films ont été tournés en juillet, enfin l'été tous les 2. Et, euh, et donc, enfin voilà, c'est l'idée de faire une séance un peu rafraîchissante, estivale. Et donc Marina Leda, c'est une fiction. Après, je reviens sur Saint-Onge giratoire, mais Marina Leda, le film que j'ai réalisé, c'est vraiment une fiction, mais qui part comme un road movie vraiment. Donc, c'est 2 jeunes gens sur les routes qui font du stop et en fait, il se trouve que c'est des vampires. Et donc, c'est une façon de revisiter le genre. Saint-Onge giratoire, lui, c'est un documentaire un peu un pastiche, un peu de film documentaire, comme ça pouvait se faire, je sais pas, mais même sur l'ORTF, presque sur les ronds-points de Saint-Onge. Donc, il est allé filmer les sculptures en 16 mm, il est allé filmer les sculptures qui se trouvent au centre des ronds-points. Et il en fait une sorte de recensement avec une voix off très didactique qui est dite par Eugène Green et Luc Moulet. Et c'est évident que c'est un film qui rend hommage au cinéma de Luc Moulet. Ça rappelle un peu les films comme Foi ou enfin, voilà, les courts formats de Luc Moulet, les séries documentaires comme ça qu'il a fait. Et voilà, donc c'est un peu l'idée de faire un programme un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec un premier film presque qui est un pastiche, pas de film d'actualité, mais en tout cas voilà, quelque chose du documentaire, mais qui est par ailleurs assez drôle parce que c'est un réalisateur assez drôle, Quentin. Voilà, et Marina Leda, donc qui est vraiment la fiction plus longue de 50 minutes ensuite, mais qui reste un petit peu dans le même bain, je dirais, euh, au moins, je sais pas, climatique, saisonnier, on va dire. Voilà. Alors, je sais pas si, alors après le montage, concrètement, voilà, c'était du 16 mm, donc on a et il y avait assez peu de rush finalement parce que voilà, c'est un film qui a été tourné de façon très légère, Saint-Onge giratoire, et c'est beaucoup des plans circulaires. Bon, enfin, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir, ce sera mieux que moi qui le décris plan par plan, mais voilà, donc c'est beaucoup des plans circulaires autour des ronds-points avec cette voix off, donc qui décrit les sculptures de façon assez humoristique. Voilà. D'accord. On peut, dans ce que tu disais, il y a un moyen aussi de faire le lien entre les 2 films qui est sur l'écriture, les dialogues, aussi un certain sens du phrasé qui peut être un peu littéraire, un jeu sur l'humour absurde. Si on parle plutôt de Marina Leda, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles ça, c'est à savoir les dialogues, l'écriture, avec ou pas les comédiens, les comédiennes des films. Est-ce que tu recherches un peu comme ton pour créer des décalages, parce on redit que ce soit Saint-Onge giratoire ou Marina Leda, c'est des films drôles qui travaillent l'absurde. Ouais, et oui, alors moi j'aime beaucoup la parole au cinéma, enfin les personnages qui se définissent aussi par leur façon de parler et par ce qu'ils disent. Euh, et là, en l'occurrence, comme c'est des vampires, ils ont quelque chose d'un peu de philosophe au sens où ils ont vécu pendant des siècles et que donc, enfin voilà, ils ont une façon de considérer le monde un petit peu, c'est un peu Ouzbek Erika, c'est un peu les Lettres persanes version vampire, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont un peu en dehors de la société et qui la regardent un petit peu avec distance et humour. Et ils vont rencontrer un autre personnage qui est donc Liv Marine, qui est une humaine quand ils la rencontrent. Et ils vont parler tous les 3. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était de trouver un moyen de les réunir par justement leur façon de parler et créer une sorte de langage commun et de rythme commun dans la parole. Donc là, dit comme ça peut paraître un peu théorique, mais concrètement, on a beaucoup travaillé avec les comédiens, on a fait beaucoup de répétitions. Ce qui se fait pas tant que ça dans le court-métrage, enfin, en tout cas, je dirais à cette intensité-là, mais c'était obligatoire parce que c'est vraiment des scènes assez longues de dialogue
Et donc, il fallait trouver des moyens de les rythmer, de créer des rebonds à l'intérieur des scènes. Voilà. Et ce qui me touche particulièrement, c'est de voir que c'est un travail auquel j'ai l'impression que les spectateurs sont sensibles, puisque non seulement là, donc le film a eu le prix du public, mais il a eu plusieurs prix d'interprétation. La comédienne a eu un prix d'interprétation à Brive. Et là, à côté court, les trois comédiens, c'est vrai qu'ils sont vraiment, ils se partagent tous les trois le film. Et le film repose beaucoup sur eux. Les trois ont eu un prix d'interprétation groupé. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, tu l'as dit, c'est un film. Alors, je ne sais pas si tu le définis comme un film de vampires, mais du moins un film avec des vampires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es emparé de ce genre, en fait, finalement, qui est très peu présent dans le court-métrage et comment tu as voulu le travailler pour en reprendre des codes, les détourner, en faire autre chose? Alors, au départ, c'est un scénariste qui a écrit ce scénario parce qu'il avait vécu un peu la situation des personnages, c'est-à-dire lui-même avait fait du stop pour aller à Marinaleda. Donc je le dis juste parce que c'est pas du tout évident, mais c'est un vrai village qui existe en Andalousie et qui est un village autogéré, enfin qui fonctionne un peu sur le mode de l'autogestion et qui a un modèle un petit peu d'utopie concrète, en politique réelle. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais voilà, vous avez compris. Et bref, donc Tammy voulait aller là-bas, il n'y est pas arrivé, et comme il était un peu frustré de jamais être arrivé à Marinaleda parce qu'on ne prenait plus en stop, il a dormi sur la plage en Espagne. Le lendemain, il s'est posé dans un café, il a écrit le scénario. Donc tout ça pour dire, l'idée des vampires, au départ, c'est pas la mienne, c'est lui qui a eu cette idée. Mais voilà, en tout cas, ben, moi, ce qui m'a intéressé quand je l'ai repris et ce que j'ai essayé de développer, c'est le fait que les vampires sont une figure de la marginalité, enfin, c'est-à-dire que c'est des personnages, comme je disais, qui regardent un peu le fonctionnement de la société et des interactions sociales avec distance. Et par ailleurs, il y a toutes les questions. Alors effectivement, moi, c'est pas tellement un film de vampire au sens où ça reprend pas beaucoup de codes du genre, même si bon, il y a un peu de sang, il y a un peu de morsure, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà, disons que c'est quand même un film qui, dans sa mise en scène, est pas tellement un film de vampire, je pense pas qu'on puisse dire ça. En revanche, le rapport au réel, au décollement du réel et au fantastique, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et notamment, il y a une longue scène de voiture qu'on a tournée en studio avec fond projeté, comme on faisait dans le cinéma hollywoodien des années 40. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, même à la lumière, dans toutes les scènes de nuit, de trouver un moyen de faire décoller très légèrement et très progressivement le film du réel vers quelque chose de l'ordre du conte, d'onirique, voilà. Et donc, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, quoi, avec ces figures fantastiques. Tu parlais du road movie au début, là, donc tu commençais à l'expliquer, ce road movie avec une destination qui est ce village en Andalousie. L'idée d'aller, donc on voit, pour ceux qui n'auraient pas encore vu du film, on arrive dans ce lieu et c'est vraiment une destination qui est un point final du film. Donc ça vient vraiment de cette écriture du scénario, de cette expérience du scénariste. Et du coup, pourquoi toi tu l'as vraiment repris tel quel et comment tu agences en fait ce film avec des vampires et ce road movie jusqu'à ce village autogéré en Andalousie? Comment tu fais le lien entre ces deux axes du film? En fait, il se trouve qu'on est allé filmer effectivement quelques plans pour le générique de fin à Marinaleda pour montrer que le trio avait finalement réussi à y aller. Mais dans le scénario tel qu'il existait au départ, ils n'y arrivaient jamais. Enfin, c'était vraiment un horizon mais ouais, c'était vraiment une utopie et une destination. Et l'important, c'est ce qu'ils allaient trouver sur leur route. En l'occurrence, la rencontre avec cette jeune femme, quoi, Liv Marine. Euh, donc après, voilà, je vais peut-être me répéter un peu, mais ouais, l'idée de l'articulation entre les deux, pour moi, c'est vraiment l'idée que les vampires sont des marginaux, ils ont un regard critique sur la façon dont est organisée la société actuelle et qu'ils cherchent des modèles alternatifs de vie, enfin, des façons de vivre ensemble. Et alors, on ne sait pas tellement d'ailleurs si eux pourraient, parce que ça reste des vampires, et donc ils ont quand même
une consommation de sang qui peut être préoccupante pour le reste de la communauté. Mais voilà, en tout cas, eux, ça les intéresse même intellectuellement de voir comment des gens ont pu réussir à s'organiser et à créer des liens sociaux qui soient un peu différents. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de la marginalité et de l'utopie qui relie un peu les deux axes. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le programme? Sinon, pour faire un peu le lien avec... alors, on peut dire que tu as un peu de multiples casquettes, mais c'est ton, si je ne me trompe pas, 4e court-métrage. Donc voilà, donc je les cite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc les Ronds-Points de l'Hiver, qui est une co-réalisation avec Laura Tillier, Saint-Jacques-Gay-Lussac, Bus 93 et maintenant Marina Leda. Quels sont un peu tes projets cinéma pour la suite, sachant que tu as par ailleurs d'autres activités que la réalisation? Alors là, mon projet principal qui est déjà en route, je dirais, c'est l'écriture de mon premier long métrage. C'est vrai que là, en fait, j'ai réalisé donc parmi les 4 films que tu as cités, il y en a 3 qui sont des moyens métrages. Celui-ci fait 51 minutes. En fait, je suis déjà assez proche dans ce que j'ai fait. Enfin, je suis vraiment pas très loin du long métrage. Et là, je suis en train d'écrire le premier officiel long métrage. Voilà, donc ça c'est mon projet principal. Ma foi, voilà. Enfin, c'est vrai que du coup mes autres activités, je vais peut-être continuer à monter des films. Je joue aussi parfois dans des films quand on me le propose, mais voilà, c'est quand même là-dessus que je me concentre principalement. Je voulais simplement poser la question, est-ce que tu as vu Les sorcières de Zugaramurdi de Alex de Iglesia? Non, je l'ai pas vu. Ouais. C'est parce qu'on rejoint un peu, j'ai l'impression, cette idée du road movie qui rencontre des sorcières dans un lieu. Ah ouais. Voilà. Bon, il est intéressant. D'accord, bah ça. Voilà, c'est regardé, ouais. D'accord, merci. C'est Alex de Iglesia qui l'a fait. D'accord. Mais vous avez vu, vous, Marina Leda? Non, pas encore. Justement, non, ça m'intéresse parce que pour voir le lien entre les deux. D'accord. Je regarderai. Et pour toutes les salles qui participent à cette rencontre, donc les 2 courts-métrages sont visionnables sur le site de l'agence du court-métrage. Amélie va mettre l'URL dans la conversation. Et c'est un programme qui est disponible en partage de recettes pour les salles de cinéma. S'il n'y a pas d'autres... oui, et en effet, pour la programmation, merci le contact. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à te remercier. Oui. Si je peux juste préciser, du coup, pour le programme, donc on a déjà le numéro de distribution, pour vraiment projeter ça dans des visas de la distribution. Donc, on est à la recherche de toutes ces salles donc jusqu'à la fin de l'année de 2023 pour proposer soit les 2 films, soit juste Marina Leda. On trouve aussi que c'est important de proposer un programme parce que ça nous permet aussi d'inviter des réalisateurs, l'équipe, pour avoir une discussion. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter nous, Hippocampe, ou l'agence ou Louis, pour qu'on puisse organiser ça, envoyer le dossier de presse si jamais vous êtes intéressé. Et voilà, donc comme tu disais, a priori, voilà, Louis, tu es disponible pour accompagner le film pour des salles qui souhaiteraient le programmer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite discussion. On passe, je parle un peu brièvement des films cannois. Ouais, merci beaucoup. Donc, c'est le moment où je m'en vais, je crois, c'est ça? C'est comme tu veux. Ok. Ouais, je vais vous laisser parler de Cannes tranquillement. À bientôt, peut-être. Bonne été. Merci. Comme donc je disais, donc nous, on insère vraiment cette sortie de programme dans ce qu'on appelle, nous, le label Jeune Création. Donc vraiment l'actualité des courts-métrages, de l'Orient Festival, des films qui
qui font l'actualité du cours en ce moment. Et on fait un petit insert pour vous parler des courts-métrages cannois, donc sélectionnés dans les différentes sections du festival. Donc, des films français qui étaient à Cannes cette année dans les sections courts et qui sont disponibles au catalogue de l'agence de court-métrage et que vous pouvez programmer dès à présent. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de l'agence du court-métrage, mais je pense qu'Amélie, tu vas pouvoir mettre l'URL, une collection de films, en l'occurrence 6 courts-métrages français qui étaient à Cannes, donc que ce soit en officiel, soit à la semaine de la critique ou à la quinzaine des cinéastes, qui sont programmables dès maintenant. Donc, vous pouvez en programmer un tout seul si vous le souhaitez, 3, 4, voilà, tout ça est parfaitement modulable et à la carte. Donc, c'est très libre. Donc, je vous donne rapidement les titres, mais je vous laisserai découvrir les films. Pleure pas Gabriel de Mathilde Chavannes, qui est une réalisatrice qui a déjà fait pas mal de courts-métrages et qui propose un film musical qui était en séance spéciale à la semaine de la critique. Boléro de Nance Laborde-Jourda, qui a eu le prix court-métrage à la semaine de la critique. Qui est un film qui s'intéresse à la question à la fois du désir, du corps, de la danse. Oyu de Atsushi Hirai, qui est un film qui se passe au Japon, mais qui est bien un film français, qui était à la quinzaine des cinéastes, qui est une chronique dans des bains au Japon l'hiver, la veille du Nouvel An. Margaret 89 de Lucas Malbrin, un premier court-métrage d'animation très réussi, très beau, qui était à la quinzaine des cinéastes et qui nous parle de la chute du mur en Allemagne de l'Est en 89 et d'une histoire d'amour contrariée. J'ai vu Le visage du diable de Julia Kowalski, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, parce qu'elle est déjà passée au long-métrage il y a quelques années avec un film qui s'appelle Crash Cœur. Donc elle revient en court-métrage maintenant, je pense, 6 ou 7 ans après la sortie du long, avec un film de genre, un film fantastique qui parle d'exorcisme, de possession, tout ça en Pologne. Et le dernier film, Dans la tête un orage de Clément Perrault, qui est un premier court-métrage d'un jeune réalisateur qui sort d'école et qui propose un documentaire fictionné autour de l'adolescence dans le Nord. Et qui travaille aussi bien des portraits d'adolescents qu'un paysage urbain entre la ville et la campagne dans le nord de la France. Voilà pour ces 6 films à programmer ensemble ou pas, enfin bon, voilà, que vous pouvez découvrir sur le site de l'agence du court-métrage. La suite, c'est du coup Roland. Je laisse la parole à Stéphane. Hop. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de cours à programmer, ou en tout cas intéressants à découvrir en lien avec les sorties de longs métrages des 2 mois à venir, enfin principalement de la période actuelle, et puis on ira un petit peu en avant sur la pré-rentrée, donc les sorties de fin août. Alors, pour parler là, effectivement, on va évoquer des films de réalisateurs ou de réalisatrices dont les films, puisque je m'adresse à des salles de cinéma dont les films sont disponibles en DCP, mais je précise que les cinéastes dont je parle, dont je vais parler, on a d'autres films au catalogue, mais qui parfois datent d'avant l'époque du DCP et ne sont pas forcément disponibles sur ce support. C'est pour ça que je ne citerai que quelques titres avec cet impératif de l'existence des films en DCP. Pour parler des films qui sont actuellement en salle, puisque je pense que certains ou certaines d'entre vous les programment un peu plus tard ou vont continuer à les programmer dans les semaines qui viennent. Il y a le film d'Ilan Clipper, Le processus de paix, qui est sorti la semaine dernière. Ilan Clipper, c'est quelqu'un qui a fait par le passé pas mal de documentaires et notamment des films co-réalisés avec Virgile Vernier. On a au catalogue en fait sa première fiction qui s'appelle Jukebox, qui est un film de 2012, si je me souviens bien, qui est un film qui met en scène Christophe, le chanteur, dans un rôle qui est a priori assez proche de ce qu'il était, bien que ce soit une fiction, donc c'est pas tout à fait lui, c'est pas tout à fait un autre.
C'est un film sur un artiste, musicien, au travail, confiné chez lui la nuit. On sait que là, il ne s'appelle pas Christophe, en l'occurrence, il s'appelle Daniel, mais Daniel Bellavica, c'était aussi le nom d'état civil du chanteur Christophe. Donc, bon, il y a comme ça, plein de liens assez troublants entre ce personnage de fiction et la figure réelle du chanteur. C'est un film qui est beaucoup moins drôle que Le processus de paix, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est au catalogue de l'agence et qui avait connu à l'époque un certain succès, pas mal de festivals. La semaine prochaine, c'est-à-dire demain, en fait, pardon, donc le 21 juin, il y a le film un film un peu discret, mais d'un réalisateur qu'on aime bien, qui s'appelle Thomas Bardinet, La sorcière et le martien, qui sort demain. Thomas Bardinet, c'est quelqu'un qui a débuté dans les années 90 au sein d'une société de production qui s'appelait Sérénade, qui avait vraiment un fonctionnement très particulier, en ce sens que les différents cinéastes et techniciens s'aidaient les uns les autres à différents postes, scénaristes aussi, sur les films des autres. Et ça réunissait des gens comme Laurent Cantet, Dominique Moll, Vincent Dietchi et Thomas Bardinet. Thomas Bardinet est passé au long métrage. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler à Stéphanie Coulifusier, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, ne quittez pas là. Merci. Pardon. Donc, oui, je disais, oui, donc Thomas Bardinet est passé a réalisé ensuite des cours, notamment le jour du bac, qui a eu le prix à Clermont-Ferrand, le Grand Prix à Clermont-Ferrand au milieu des années 90. Malheureusement, là, je vais... Allô, bonjour. Alors, vous êtes Stéphanie Coulifusier? Il y a une personne qui devrait... Oui, bonjour, c'est Frédéric au cinéma à la Rennais, à Clermont-Lérault. Voilà. Bonjour. Juste une petite aparté là, vous dire. Voilà. Pardon. Donc oui, en fait, on a malheureusement un seul, même s'il a fait plusieurs courts, plusieurs longs depuis, on a un seul film de Thomas Bardinet au catalogue qui s'appelle Ta main, qui est un film de 2014, qui est un film vraiment... une sorte de marivaudage, un film plutôt léger, assez drôle, dans lequel on retrouve Camélia Jordana et Anthony Sonigo. Anthony Sonigo, souvenez-vous, c'est l'alter ego pardon, le copain de Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, de Riyad Satouf. Donc là, il est à nouveau assez drôle. Bon, voilà, donc c'était un petit peu pour mettre un petit peu de lumière à la fois sur ce long métrage qui sort demain de manière assez discrète et sur cinéaste discret, mais néanmoins très, très attachant. Ensuite, juste un petit mot pour vous signaler la présence au catalogue d'un des premiers films de Catherine Corsini, dont le retour sort le 12 juillet. C'est un film qui s'appelle La Mésange, qui a été produit en 1982 au sein du GREC, le groupement de recherche et d'essais cinématographiques. C'est un film en noir et blanc, sous influence nouvelle vague, on dira, pour aller vite. C'est une curiosité. C'est un film, un des premiers films de Catherine Corsini, qui est assez court, qui fait un peu moins de 10 minutes. Si jamais des envies d'accompagner les longs métrages que j'ai cités vous viennent avec des courts métrages. Voilà, il y a ces quelques titres. Et puis, pour se projeter un petit peu plus loin dans le temps, mais on en reparlera, je pense, lors du prochain rendez-vous en ligne fin août. Il y a, comme vous le savez, évidemment, le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, donc récente Palme d'Or, qui sort le 23 août. Et on a plusieurs films de Justine Triet au catalogue, et notamment Vilain film, mauvais garçon, disponible en DCP, qui est un film qui met en scène Laetitia Doche, qui sera aussi l'actrice principale du premier long de Justine Triet, La bataille de Solferino, ensuite. C'était un moyen-métrage, un film qui avait été primé à Brive et dans pas mal d'autres festivals. Vilain film, mauvais garçon, donc un film d'une demi-heure,
mais ça ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de jeter un œil aux autres courts-métrages, notamment documentaires de Justine Triet qui sont au catalogue. Et puis enfin, le 30 août, c'est une autre réalisatrice voilà, familière du catalogue de l'agence qui sort un long métrage qui était également présenté à Cannes à la Semaine de la critique, si je me souviens bien. C'est Marie Amachou-Kelly, dont Anna Gloria sort en salle le 30 août. Marie Amachou-Kelly a réalisé plusieurs films, co-réalisé plusieurs films, notamment avec Claire Burger. Juste un mot sur je crois que les liens vous sont envoyés en même temps, mais le plus connu, c'est un film qui s'appelle C'est gratuit pour les filles, qui a été vraiment un énorme succès, qui a eu beaucoup de prix, là aussi. Portrait de deux adolescentes sur fond de réseaux sociaux, réseaux sociaux un peu... C'est un film qui a 13 ans, donc c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais voilà, ça parlait déjà de thématiques qui sont de l'exposition de vie sur les réseaux, etc. Comment ça peut se retourner contre des adolescentes et comment elles peuvent aussi se fédérer par rapport à ça. Voilà, c'est gratuit pour les filles de Marie Amachou-Kelly et Claire Burger. Voilà pour un petit tour d'horizon des sorties récentes et à venir. Je laisse la parole à Karim Alag. Bonjour, eh bien moi je vais vous parler rapidement, parce que la discussion a duré un petit peu. Je vais vous parler rapidement de l'Extracourt. Hein. L'Extracourt que vous pouvez retrouver sur son site www.l'extracourt.com. Donc l'Extracourt, c'est un catalogue de très courts métrages qui est mis au service de l'avant-séance. Dans ce catalogue d'environ 150 films, on a 70% de films qui font moins de 8 minutes. Il existe 3 fois que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site, mais ça n'aurait pas de sens que je n'en parle pas. Donc, il y a 3 possibilités, 3 tarifs. Il y a des formules 12 films qui sont à 300 €. Je n'aime pas commencer par de l'argent comme ça, mais bon. Formule 12 films à 300 €. Chaque film a des KDM qui vont jusqu'à 5 semaines. Vous avez une formule illimitée à 950 €. Et vous avez enfin l'unitaire, si vous avez envie de passer un film comme ci, comme ça. Les films à l'unitaire coûtent 30 € et la même chose, vous avez des KDM pour 5 semaines, ce qui vous permet vraiment de couvrir confortablement la sortie d'un long métrage que vous aimeriez voir accompagné d'un court métrage. Bien entendu, si vous connaissez l'Extracourt ou si vous êtes connecté, vous avez vu qu'il y avait un moteur de recherche qui satisfait les plus exigeants, mais sinon, il y a aussi un conseil en programmation où on vous fournit 5 propositions de court-métrage par long-métrage à sortir. Donc, là aussi, vous le voyez, vous le trouvez sur le site avec une frise hebdomadaire qui vous conduit de semaine en semaine jusqu'à aujourd'hui, voire 5-6 semaines plus loin. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir un compte, si vous n'êtes pas à l'Extracourt. D'ouvrir un compte, c'est gratuit. Vous ne prenez pas la formule, bien entendu, vous aurez simplement le compte. Ça vous permettra de visionner les films et de voir comment vous pouvez vous insérer dans le dispositif qui, à ce jour, satisfait 270 salles en France. Alors, qu'est-ce qu'on propose à l'Extracourt chaque mois? Chaque mois, je propose une collection de 5 nouveaux films. On propose aussi des saisonniers et des exceptionnels. Donc, les 5 films par mois, c'est une collection qui sort le 3e mercredi de chaque mois et on vous présente une panachée de films de fiction, d'animation, de documentaires ou d'expérimental quand ça se propose. Mais grosso modo, la plupart du temps, il s'agit bien d'animation et de fiction, tout ça dans des durées extrêmement courtes. Elle est actuellement en page de garde. Si vous allez sur le site de l'Extracourt, vous verrez les films que nous sortons demain. Donc ça, c'est la collection mensuelle. On a aussi les saisonniers. Alors, les saisonniers, ce sont des films dont on acquiert les droits pour 3 mois et qui vont accompagner la sortie d'un long métrage. Vous pourrez, par exemple, en ce moment, on a Le Fils du joueur. On a 2 films de Carlos Saïn, son long métrage qui est sorti le 14 juin, précisément, la semaine dernière. Donc, son long métrage qui s'appelle La nuit du verre d'eau. Et nous, on vous propose de mettre son court métrage devant, donc Le Fils du joueur. Donc, alors on essaye de jouer tout le temps la thématique, etc. Donc, c'est un réalisateur libanais, c'est son premier long métrage. Et les 2 films s'inspirent de souvenirs autobiographiques.
Donc les deux films se répondent, c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est notre petit dernier. Sinon, en continuation, on a toujours Saint-Jean et une autre cérémonie de Simon Rietz. Mais là, c'est déjà un film qui est en bout de course. Il est déjà sorti il y a plusieurs semaines. Donc vraiment, c'est pour les salles qui ne l'auraient pas encore passé. Vous pouvez passer 5 ans devant nos cérémonies de Simon Rietz. Tout ça font des programmations de moins de 12 heures. Le Fils du joueur, c'est un programme d'1h37. Et le film autour de Simon Rietz, c'est un programme d'1h54. Donc on est dans la barre inférieure, voilà. Et puis donc, je vais vous parler aussi des 5 films dont je vous parlais à l'instant, avec une représentation animation fiction expérimentale ou documentaire quand quand c'est possible. Donc là, on a les 5 films, c'est Sommeil de plomb. On a une animation qui s'appelle Sommeil de plomb d'Edgar Merlans, et c'est un petit clin d'œil à la poésie de Rimbaud. On a Les humains sont cons quand ils s'empilent, film décalé, ça sera bientôt un must, beaucoup d'humour, un film qui décoiffe bien et qui va très très bien marcher. On vous proposera aussi Les fantômes de l'usine de Brahim Frita, c'est un joli récit très nostalgique. Et enfin, Seul sous les zéros de Valentin Dénizé. Il nous ramène des images du Grand Nord et c'est plutôt magnifique. C'est très contemplatif. Voilà, là, on est plus dans le documentaire, mais c'est le genre de film qui peut se placer et faire un poumon d'oxygène, faire une virgule entre court et long très facilement. Et enfin, on a un film d'animation, Hôtel Nuit Noire, par un collectif qui nous vient des Gobelins. Voilà, c'est beaucoup d'audace dans ce film qui parle de rêve et de l'inconscient. Voilà, c'est donc les 5 films de la semaine et qui sortiront demain. Si vous êtes dans notre newsletter, sur la newsletter de l'Extracours, vous recevrez la newsletter demain à 14h qui vous présentera en détail ces films et des liens par rapport à tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait un peu temps. Et je vais repasser la parole à Amélie. Je reste disponible, mon mail est sur le site, et puis je suis disponible aussi par téléphone si je peux vous éclairer. Voilà, bon après-midi. Merci. Alors, on a fait le tour de l'actualité du catalogue de l'Agence du court-métrage. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser sur l'un ou l'autre sujet à l'un des programmateurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. J'en ai vu une passer tout à l'heure quelqu'un qui demandait s'il était possible de visionner les films avant de programmer, notamment pour adapter ça à certains publics. Donc oui, c'est tout à fait possible. Le site de l'agence est fait pour ça. C'est un catalogue en ligne réservé aux diffuseurs. Donc pour les visionner, il suffit de nous faire la demande sur le site. En fait, on vous ouvre un compte diffuseur et vous pouvez faire vos propres recherches au sein du catalogue. Il y a pas mal de filtres qui vous permettent de faire des recherches par tranche d'âge, voilà, entre autres. Et on peut aussi vous faire des sélections de films adaptés à vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi là pour ça. On connaît bien le catalogue et on peut vous accompagner dans vos programmations sur mesure. Voilà, donc soit vous nous contactez par mail directement, soit vous complétez le petit formulaire que vous retrouvez sur le site de l'agence pour ouvrir un compte. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Il me semble que j'en ai vu. Oui, on demandait si il y avait une limite de nombre de diffusions par an. Donc non, pour moi, vous pouvez programmer autant que vous voulez. Mais je pense que c'était peut-être plutôt pour l'extra-cours cette question. Je ne sais pas si la personne peut préciser. Mais en tout cas, pour répondre du point de vue de l'extra-cours, quand vous recevez une KDM ou que vous commandez un film à l'unité, vous recevez une KDM pour 5 semaines et vous pouvez programmer le film autant de fois que vous le voulez pendant cette période. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va mettre un terme à cette rencontre pour aujourd'hui, sachant que la prochaine aura lieu le 31 août, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, on vous enverra des informations sur ce sujet d'ici là. Pour donc préparer la rentrée avec le court-métrage. Merci à tous d'avoir participé à cette rencontre et je vous dis à très bientôt.